Parmi les conditions d'accès à la liberté provisoire figure le paiement de la caution. Mais c'est quoi exactement ce paiement de caution? La caution a pour mission de garantir la présence de la personne placée en détention à son temps pour qu'elle soit présente chaque fois que la justice aura besoin d'elle. Donc c'est vraiment une somme d'argent qu'on donne au Trésor public pour garantir la présence de la personne. Ok, une fois que la personne a payé la caution, qu'est-ce qui se passe ensuite? Deux choses s'observent. La première, c'est qu'on ne rembourse pas la caution, ce qui est une anomalie. Lorsqu'on clôture le dossier, on doit rembourser la caution. Mais dans la pratique, on ne rembourse pas la caution. Et c'est ça ce qu'on a toujours décrié. Ok, ça commence bien, ça commence bien. Deuxième observation, c'est que pour le moment, les magistrats, lorsqu'ils fixent la caution, ils vont au-delà des limites légales. Mais comment cela est-il possible? La loi dit que c'est entre 20 francs fiscaux et 1000 francs fiscaux. Mais aujourd'hui, on trouve des magistrats qui fixent la caution à 5 000 $. Quoi? À 10 000 $. C'est pas vrai. C'est même une violation flagrante de la loi. Mais pourquoi les juges vont au-delà de ce que prévoit le législateur? Qu'on remarque, lorsqu'on fixe la caution, dans la pratique, on vous délivre une quittance qui est établie par un agent local, un comptable de l'État. Mais en quoi est-ce que cela pose un problème? Le montant que le justiciable paie n'est pas le montant repris sur la quittance. On peut payer 200, mais on vous donne une quittance de 40 $. Et la question que l'on va se poser, où vont les autres dollars? Vérifions ensemble. Je ne sais pas moi, peut-être dans les achats de belles maisons, de belles voitures, de belles nanas. Et pourquoi pas se payer de la bière pour les amis? Bravo, 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 bravo. Vous êtes cool, vous. Ça aussi, ça ne fait pas, ça n'arrange pas les justiciables et c'est un comportement aussi qui s'écarte de la volonté du législateur. Vous êtes en train de suivre l'émission Caméra Justice et Droit. Cette émission a pour objectif d'alerter tous les abonnés de cette chaîne autour de la justice congolaise. Cette émission va parler précisément de comment accéder à la liberté provisoire. Qu'est-ce qu'est la liberté provisoire? Quelles sont les exigences pour avoir accès à la liberté provisoire? Quels sont les frais liés à la liberté provisoire? Quelles sont les conditions d'accéder à la liberté provisoire? Toutes ces questions seront débattues à travers cette émission. Si c'est la première fois de suivre cette émission, sachez que cette émission est produite dans le cadre de Kilalo Communication Agency, qui est une agence de communication œuvrant en République démocratique du Congo. La justice populaire est en train de prendre de plus en plus d'ampleur en ville de Bukavu. Selon les statistiques faites par certaines organisations de la société civile congolaise, du mois de janvier jusqu'à juin 2021, plus de 600 cas de justice populaire ont été répertoriés seulement en province du Sud Kivu. Et pour comprendre les enjeux autour de cette dégradation de confiance entre le justiciable au juge, Maître Papi Kajabika, qui est défenseur des droits humains et qui est aussi avocat au barreau de Bukavu, et avec lui, on va comprendre en quoi consiste réellement la liberté provisoire. La liberté provisoire, c'est un concept juridique. Et lorsqu'on parle d'un concept juridique, c'est-à-dire un concept prévu par la loi. Et chez nous, lorsqu'on parle de la liberté provisoire, c'est par opposition à une liberté qui est complète, une liberté qui est générale. Se trouve en liberté générale une personne qui n'est pas citée en justice, une personne qui n'a pas de litige en justice, une personne qui n'a pas commis d'infraction. Mais on parle de la liberté provisoire lorsqu'une infraction a été commise. Et à quel moment une infraction est commise? C'est lorsque la loi est énervée. Comme vous le savez, dans notre pays, les infractions sont listées de manière exhaustive. De manière exhaustive, c'est-à-dire personne ne peut créer une infraction, personne ne peut imaginer une infraction, mais tout comportement érigé en infraction doit connaître une sanction. Et lorsqu'une personne commet une infraction, il est normal que les parquets s'en occupent. Parce que le parquet a dans ses attributions la gestion de l'action publique. Le parquet a la mission de rechercher des infractions, d'identifier les auteurs des infractions, de se saisir de ces auteurs, d'instruire les dossiers et de déférer le dossier devant les tribunaux. Alors, lorsque le parquet constate qu'il y a une infraction qui a été commise par une personne, le parquet peut décider de mettre la personne en détention.
elle se réfère aux conditions prévues par la loi. Et parmi les conditions prévues par la loi, il y a d'abord l'infraction commise, consommée. Il y a les doutes sur l'identité de la personne qui a commis l'infraction. Il y a aussi la crainte de la fuite. Parce que le parquet peut se dire, si jamais je ne détiens pas la personne, elle peut se volatiliser et toutes les traces vont disparaître. Il y a aussi une condition très intéressante, c'est qu'il faut que ça pèse sur la personne présumée auteur des indices sérieux de culpabilité. Alors, lorsque ces conditions sont réunies, les parquets, et quand je parle du parquet, je vois les magistrats qui instruisent le dossier, peut décider de placer une personne en détention provisoire. Et là, on comprend que la détention provisoire, c'est une liberté, c'est en fait une détention limitée ou une liberté limitée. La personne sera placée pendant 5 jours au cachot du parquet et là, ça sera pour des raisons d'enquête. Le parquet va poursuivre l'instruction, il va faire des enquêtes, il va auditionner les témoins, la partie victime, et lorsqu'il va se rendre compte que toutes ces conditions sont réunies, il va mapper la personne. Mapper, c'est M-A-P, mandat d'arrêt provisoire. Lorsqu'on signe les maps, qu'on appelle mandat d'arrêt provisoire, la personne sera placée à la prison du lieu où l'infraction a été commise ou du lieu où le parquet a été saisi. Lorsque la personne se trouve à la prison, le magistrat n'a pas fini son travail. Il va continuer avec les enquêtes. Et lorsqu'il continue avec les enquêtes, la personne peut solliciter la liberté provisoire. C'est-à-dire qu'elle est déjà en état d'arrestation. Elle est placée sous mandat d'arrêt provisoire. Le principe chez nous, c'est que la liberté est la règle et la détention est l'exception. Lorsqu'on arrête quelqu'un, c'est de manière exceptionnelle. Le principe, c'est que les gens doivent être en liberté. Mais ici, de manière exceptionnelle, lorsque quelqu'un commet l'infraction, on peut la coffrer. Lorsqu'on a coffré la personne, l'instruction entamée et continuée, à ce niveau-là, la personne en détention peut solliciter la liberté provisoire. Alors, l'autorité qui a le pouvoir d'arrêter, c'est elle-même qui a le pouvoir d'accorder la liberté provisoire. La personne en détention écrit à l'autorité qui l'a arrêté pour solliciter la liberté provisoire. Et pour lui accorder la liberté provisoire, il y a des conditions qui sont retenues par la loi. Et parmi les conditions retenues par la loi, c'est d'abord l'appréciation du magistrat instructeur. Il a un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire un pouvoir qui ne dit pas son nom. Lui-même peut apprécier s'il peut accorder la liberté provisoire ou pas. Cependant, pour garantir que la personne ne va pas se volatiliser, la loi a prévu les paiements d'un cautionnement qu'on appelle dans la pratique la caution. Et cette caution varie entre 20 francs fiscaux à 1000 francs fiscaux. Et comme notre monnaie n'est jamais stable, on essaye un peu de prendre les 20 francs fiscaux à l'équivalent de 20 $ et les 1000 francs fiscaux à l'équivalent de 1000 $. Alors, lorsque le magistrat estime que la personne peut avoir la liberté provisoire, il va maintenant apprécier encore à travers son pouvoir discrétionnaire le montant de la caution. Mais la logique est qu'il doit rester dans les minima qu'on appelle 20 francs fiscaux et dans les maxima qu'on appelle 1000 francs fiscaux. Lorsque le magistrat fixe la caution, il y a un principe qui doit organiser les paiements. Et c'est ça que les gens ne connaissent pas. Les gens ont tendance à penser que l'argent va entrer dans la poche du ministère public ou du magistrat. Non. En principe, ce n'est pas l'argent du ministère public, c'est l'argent qui est retenu comme caution. Et il doit être remboursé à l'issue de la procédure. Voilà pourquoi, à chaque parquet, on doit avoir un service de l'État qu'on appelle DGRAD. Et un agent de la DGRAD affecté à ce parquet
va établir ce qu'on appelle la note de perception. Cette note de perception sera remise aux proches de la personne en détention pour qu'ils aillent payer à la banque. Lorsque le magistrat fixe le montant, il communique à l'agent de la DGRAD. Celui-ci délivre une note de perception que l'on va aller payer à la banque. Une fois à la banque, on paye l'argent et on vous délivre un document qu'on appelle bordereau de versement. Le bordereau de versement, c'est ça la preuve des paiements de la caution. Et qui doit garder l'original, c'est la personne en détention. Alors, on doit tirer une copie du bordereau de versement et la copie sera remise au magistrat qui a le dossier, juste pour que ce dernier constate que l'argent a été payé, le cautionnement a été payé. Lorsqu'il constate que le paiement a été payé, il doit remettre la copie dans le dossier. Et là, il doit signer maintenant l'ordonnance qui accorde la liberté provisoire à la personne placée en détention. L'ordonnance signée par le magistrat sera signifiée à la partie concernée, c'est-à-dire à la personne placée en détention et aux autorités qui ont dans leurs attributions la gestion de la prison. Dès lors que l'ordonnance de liberté provisoire est signée et signifiée, la personne doit recouvrer sa liberté. Mais lorsque la personne recouvre sa liberté, ça ne signifie pas que le dossier est clôturé. Les enquêtes continuent, mais on lui donne une liberté qu'on appelle provisoire, moyennant un certain nombre de conditions. Et parmi ces conditions, on doit limiter ses mouvements. On ne doit pas les voir aux frontières, on ne doit pas les voir au port, on ne doit pas les voir aux aéroports. Et il doit rester vraiment dans la limite administrative de la juridiction qui est saisie par son dossier. Et donc, l'affaire continue. Si l'affaire se clôture et que l'on se réalise que les faits ne sont pas établis à charge de la personne qui a été mise en détention à l'époque, avant la liberté provisoire, on va classer le dossier sans suite parce que les charges ne pèsent plus ou ne pèsent pas sur la personne qui était placée en détention provisoire. Et dans pareilles circonstances, le cautionnement doit être remboursé parce que le dossier est clôturé par les magistrats. Et il n'y a plus opportunité de poursuite parce qu'on a senti que les indices ne pèsent plus sur la personne ou les éléments de preuve ne sont pas relevants pour que la personne soit placée en détention provisoire. Alors, lorsqu'on clôture le dossier, on doit rembourser la caution. Mais dans la pratique, on ne rembourse pas la caution. Et c'est ça ce qu'on a toujours décrié parce que ça s'appelle caution. La caution a pour mission de garantir la présence de la personne placée en détention à son temps pour qu'elle soit présente chaque fois que la justice aura besoin d'elle. Donc c'est vraiment une somme d'argent qu'on donne au trésor public pour garantir la présence de la personne. Et vous allez voir qu'on peut payer 200, mais on vous donne une quittance de 40 $. Et la question que l'on va se poser, où vont les autres dollars? Parce que quand même 200 à 40, c'est beaucoup d'argent. Et c'est là qu'il se pose un problème. Alors si on vous donne une quittance de 40 $, si vous allez à la fin de l'instruction, on trouve que les faits l'infraction n'existe pas. On classe le dossier sans suite. Lorsqu'il faut vous restituer, c'est la preuve. C'est les 40 $ qu'on peut vous restituer si jamais vous demandez ça. L'autre observation, c'est que les justiciables eux-mêmes ne demandent pas la restitution de la caution. Dès lors qu'ils retrouvent la liberté, ils ne reviennent plus solliciter la restitution de la caution. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la justice. Ils se disent, si on demande la restitution de la caution, on risque de nous coffrer encore. C'est la peur qui anime les justiciables et cette peur est justifiée par les méandres de la justice. Quand vous y allez, c'est la ceinture qu'on enlève, ce sont les chaussures qu'on enlève, c'est des traitements cruels, inhumains et dégradants. Alors un justiciable, en face de tous ces traitements, il va se dire, si je réclame la caution, on risque de me coffrer encore. Alors que c'est un droit pour ces justiciables, c'est un droit de l'homme et la loi prévoit que la caution doit faire l'objet de restitutions à la fin de la procédure. L'impact, c'est que la justice
est présentée pas comme une solution, mais comme un problème. Or, la justice, en réalité, c'est une solution. Dès que vous allez en justice, c'est pour trouver une solution. Mais si la justice elle-même va se présenter comme un problème, ça change tout. Alors, un justiciable, quand il va en justice, c'est pour avoir une solution à son problème. Mais si la justice va commencer à lui créer des problèmes, à compliquer les choses, ça ne marche pas. Et voilà pourquoi vous allez voir que pour le moment, dans la province du Sud Kivu particulièrement et dans toute la République de manière générale, il y a une sorte de... Il n'y a pas de confiance entre la justice et les justiciables. Et cette perte de confiance s'est justifiée en partie par le comportement des opérateurs judiciaires. Ils ne rassurent pas les justiciables. Quand ils font des choses en marge de la loi, alors qu'ils sont là pour être des garants de la loi, les sentinelles de la loi, ça pose problème. Donc il y a crise de confiance entre les justiciables et la justice. Et bien sûr qu'on a suivi tout ce que vous avez dit, Maître Papi Kajabika, mais quelles sont les recommandations clés que nous pouvons retenir à travers cette émission? La première recommandation, je l'oriente du côté des magistrats. Je demande aux magistrats d'adopter un comportement professionnel. Ils sont sentinelles de la loi, ils sont garants de la loi, ils doivent ranger leur comportement derrière la loi. Ils ne peuvent en aucun cas être violateurs de la loi, sinon ils perdent tous les sens de la justice. Une sentinelle qui doit voler elle-même, ça n'a plus de sens. Donc, ils doivent vraiment rester professionnels, rester derrière la loi et calquer leur comportement sur la loi. Et quand je dis calquer leur comportement sur la loi, c'est-à-dire fixer une caution conformément à la loi, restituer la caution à l'issue du procès. Voilà ce que je peux demander aux magistrats. Qu'est-ce que je vais recommander à l'État? De mettre les magistrats dans des conditions assez acceptables pour qu'ils jouent bien leur rôle. Parce que lorsque les magistrats ne sont pas bien traités, ils ne sont pas bien payés, la corruption va s'inviter. Et lorsque la corruption s'invite, la justice va perdre sa place. Donc que l'État prenne en main sa responsabilité ou ses responsabilités en donnant aux magistrats la politique de leurs moyens. Du côté des justiciables, je leur recommande d'adopter une culture juridique. La culture juridique commence par la maîtrise des méandres de la procédure, la maîtrise de la procédure pénale et de la procédure civile. Lorsqu'on a des informations nécessaires, on ne peut pas se faire rouler. Il faut chercher l'information parce que la logique chez nous, le principe chez nous, c'est que nul n'est censé ignorer la loi. Alors si l'État ne veut pas mettre la loi à notre disposition, nous devons nous mouvoir. Nous devons aller chercher l'information par tous les canaux qui s'offrent. Et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir la NTIC, la nouvelle technologie de l'information et de communication. Et donc, on peut avoir des informations juridiques et judiciaires à travers tous les canaux. Que les justiciables, la communauté, la population cherchent l'information lorsqu'elle a l'information, qu'elle l'exploite conformément à la volonté du législateur. Il ne faut pas avoir peur du magistrat. Le magistrat, c'est un homme comme vous. Il a seulement le pouvoir que la loi lui donne pour vous arrêter et pour vous libérer. Mais il n'est pas un super-homme. Il a son chef hiérarchique et il se conforme à la loi. Si son comportement s'écarte de la loi, on peut dénoncer ça, on peut même initier une plainte contre le magistrat et ça peut toujours donner un résultat et ça permettra aux justiciables de rentrer dans leurs droits. La caution est prévue par la loi et elle doit être remboursée à l'issue du procès, à l'issue de la procédure. Donc c'est un droit pour les justiciables, ils peuvent réclamer la restitution de la caution et on ne va pas l'inquiéter parce qu'il réclame son droit. C'est prévu par la loi et nous devons suivre. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. C'est fait pour nous un grand plaisir de vous avoir nombreux à travers cette émission. Merci à vous de vous avoir abonnés sur notre chaîne pour suivre les prochaines productions grâce à cette agence de communication Kilalo Communication Agency. Quant à moi, je vous dis merci. Ciao.